Question d'actualité, est-ce que nous aurons les élections en 2023 avec la guerre qui menace la partie est de la République démocratique du Congo? Nous en parlons dans cette émission spéciale qui reçoit pour vous l'ancien ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, qui est également le président du regroupement politique Le Centre, à qui j'ai dit bienvenue. Bonjour Vincent Mozongo. Et ça fait un moment où on vous appelé apparaître dans nos petits écrans. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Germain? Écoutez, vous savez, nous avons commencé le débat politique dans sa dimension médiatique en 2006. Ça va faire quelques années maintenant. Je pense qu'après toutes ces années, et au regard de l'évolution de notre propre parcours politique, nous ne pouvons plus faire le même métier que nous faisions avant. Si je peux dire les choses comme ça, ça veut dire celui de communicateur day to day, parce qu'il faut laisser de la place aux nouvelles générations, espérer que cette animation politique soit au niveau et à la hauteur des enjeux. De temps en temps, cependant, par la force de l'expérience, aussi bien politique que gouvernementale, nous pouvons intervenir circonstanciellement pour recadrer et donner des opinions et orienter le débat, orienter la société. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi, peut-être, je ne suis plus dans les médias comme je l'étais en 2007, 2008, 2009, 2010 peut-être. Aujourd'hui, notre rôle est plutôt celui dans lequel nous sommes. Encadrer les nouvelles générations, offrir des réflexions et de vraies propositions pour le pays qui peuvent aussi être débattues. Mais nous n'avons pas vocation à faire la communication politique comme nous la faisions il y a une quinzaine d'années. Ce ne serait de toute façon pas la preuve d'une bonne progression, d'une bonne évolution, conformément à l'idée que nous nous faisons de la politique. Très bien. Élection en 2023, l'opposition n'est pas d'accord avec la loi électorale qui a été promulguée par le chef de l'État. Nous attendons dire qu'il est important de privilégier ici un dialogue pour arrondir les angles. Le centre, vous étiez reçu par Denis Kadima récemment. Vous, quelle est votre position? Écoutez, nous avons été reçus par le président de la CENI qui nous a démontré par des preuves concrètes de la volonté qui est la sienne, celle de son institution également, de respecter les délais constitutionnels. Techniquement, il pense que si les moyens sont disponibilisés, ils seront prêts. Excellente chose. Nous encourageons cela. Nous pensons qu'effectivement, la respiration démocratique repose sur le respect des délais constitutionnels. Toutefois, il y a un véritable débat qui s'ouvre dorénavant, qui est celui de la problématique de la guerre à l'est de notre pays. À ce niveau-là, le centre se montre beaucoup plus nuancé et considère que les élections sont essentielles, mais elles n'ont de valeur que si elles sont porteuses de solutions en termes d'émergence d'un leadership présidentiel, législatif, capable d'orienter le développement de la République. Mais est-ce que cet objectif peut être atteint avec une partie du territoire amputée? Nous ne savons pas jusqu'à aujourd'hui s'il s'agit d'un phénomène dérisoire ou d'un phénomène qui peut se propager jusqu'à la prise de Rutshuru, jusqu'à la prise de Goma, et ainsi consacrer de fait la balkanisation de la République démocratique du Congo. Rappelons-le, ça va faire bientôt 60 jours que ces rebelles, stipendiés par les voisins du Congo, bien identifiés d'ailleurs, nous parlons ici du Rwanda, sont en train d'occuper une partie du territoire. Ils ont installé une administration et grèvent l'impôt sur les populations. C'est déjà une balkanisation de fait. Cela va durer combien de temps? S'arrêteront-ils là? Ont-ils des velléités pour aller jusqu'à Goma? Donc c'est des sujets importants qu'il faut mettre en équilibre avec notre empressement politicien d'aller vers un processus électoral qui ne rencontrera que la volonté des ambitions des uns et des autres de prendre la place des uns et des autres.
La question aujourd'hui est celle de savoir, et c'est ce que dit le centre, le gouvernement de la République a-t-il les moyens, c'est à eux de nous le dire, de financer efficacement la guerre en même temps que de financer efficacement un processus électoral? Ça veut dire quoi? Nous pensons, et nous l'avons dit, qu'il faut au minimum 1 milliard de dollars pour la question de la sécurité à l'Est, parce que nous pensons que nous ne pouvons pas avancer avec une jambe handicapée. La République n'aura pas le même rythme d'évolution. La partie Est est fondamentale pour que le pays puisse s'inscrire dans de véritables perspectives de développement. Les rêves des uns et des autres, de voir l'avenir comme une espérance et non plus comme une menace, dépendent de cela. Il faut en même temps entre 800 millions de dollars pour l'organisation et 1 milliard. À côté de cela, il y a à peu près 300 à 400 millions de dollars qui sont dépensés par les différents camps politiques. Donc nous avons 1 milliard de dollars à disponibiliser pour la guerre, pour avoir une structure sécuritaire à même de repousser nos ennemis et de leur démontrer notre ferme volonté de ne laisser aucune partie du territoire nous échapper. 1 milliard, pourquoi? Parce qu'il y a les équipements, il y a la formation militaire, il y a les renseignements militaires. 1 milliard, pourquoi? Parce qu'il y a la diplomatie qui doit accompagner ce processus et faire reculer nos ennemis. Donc si le gouvernement nous rassure qu'ils sont capables de faire ça, parce que pour nous, au centre, c'est cela la priorité, et de faire également les élections, alors nous disons « let's go ». Mais si la logique du gouvernement et de l'élite congolaise inconsciente, laissez-moi prendre une petite seconde là-dessus. L'élite congolaise inconsciente. Nous avons une des élites les plus inconscientes du monde. Non, c'est la vérité. Parce qu'il n'existe aucune élite sérieuse dans le monde qui peut considérer comme accessoire ce qui se passe à l'est du pays. Nous avons mis le pays en ébullition il y a quelques semaines avec la chute de Bunagana, mais tout juste après, tout se passe aujourd'hui à Kinshasa et dans sa périphérie politique, comme si la question de Bunagana, la question de ces rebelles stipendiés par le Rwanda, était une question périphérique, comme si la souveraineté nationale, la dignité de notre pays et notre honneur ainsi entamé, n'avait aucune place dans les priorités des ambitions des uns et des autres. C'est cela, c'est à ce niveau que se trouve l'inconscience. Lorsque une élite politique, une élite, plus globalement l'élite nationale, lorsque la population, avec elle, ne se mobilise pas suffisamment dans son indignation pour démontrer qu'ensemble, il n'y a plus rien qui compte, sinon que sauver la partie est de notre pays, nous ne pouvons conclure qu'à l'inconscience. Voilà pourquoi, précédemment, dans notre intervention ici, nous essayons de vous démontrer que les élections n'ont de valeur que si elles sont accompagnées par un processus de pacification, de sécurisation de notre partie Est suffisamment rencontré. Si l'option qui semble prendre cours est celle d'un financement à minima de la problématique de la guerre, d'une mobilisation nationale à minima face à la problématique de la guerre, d'un financement à minima du processus électoral et d'une avancée dans les contradictions et dans les divergences dans ce processus, nous allons dans une approche minimaliste de la problématique et les résultats seront peau de chagrin. Et est-ce cela le choix que nous faisons? Mettre la poussière sous le tapis comme nous l'avons toujours fait dans ce pays, en considérant que tant qu'à Kinshasa nous sommes bien, j'entends même souvent dire l'Est c'est loin, mais l'Est ce sont des Congolais. Vous pensez que vous pouvez développer ce pays avec une partie du territoire amputé, avec des millions de nos compatriotes qui vivent dans des conditions infrahumaines, réduits quasiment à un esclavage, parce qu'ils sont sous la coupe de puissances étrangères qui ne profitent que de nos divisions et de nos distractions quinoises pour faire ce qu'elles font, ces autorités étrangères.
Parce que dans les faits, comment un petit pays comme le Rwanda, nous sommes un territoire de 2 345 000 km². Le Rwanda, c'est 26 000 km². Nous avons un produit intérieur brut de plus de 50 milliards de dollars. Le Rwanda atteint à peine 12 milliards. Nous avons un budget de 10 milliards de dollars. Nous allons, je pense, atteindre les 8-9 milliards, si le gouvernement travaille bien. Le Rwanda est à peine à 4-5 milliards. Nous avons plus de 100 millions d'habitants. Le Rwanda en a 10 fois moins. Nous sommes, selon les dernières évaluations internationales, comptabilisés parmi les 10 armées les plus puissantes d'Afrique. Mais malgré cela, le Rwanda, ce pays à la structure économique fragile, qui est incapable de tenir face à une guerre, face à un territoire immensement riche par ses ressources naturelles, le Rwanda vit de quoi? Un peu d'agriculture, un peu de tourisme, un peu d'investissement étranger. Donc une économie extrêmement fragile, qui ne peut pas tenir dans une logique de guerre. Mais c'est ce Rwanda-là qui aujourd'hui met en ordre, selon ses intérêts, la grande République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ils nous suivent et pensent que ce pays a une élite totalement distraite, a un peuple dont la conscience patriotique semble s'éroder avec le temps. Il faut changer cela. Et il ne peut pas se réaliser si chacun de nous pense que seules ses ambitions doivent primer face à l'intérêt national. Et ça, c'est notre rôle à nos élites, d'éduquer la masse, d'éduquer les populations et surtout de faire cette introspection pour reconsidérer notre rôle historique dans ce qui est en train de se faire. Donc, élection, oui, à la seule condition que cela ne soit pas un obstacle au financement et à la prise en charge, au niveau où cela s'impose, de la problématique de la guerre qui nous est imposée à l'est du pays. Si alors il y a un choix à faire, le centre l'a déjà dit et nous le répétons, nous préférons alors tout mettre sur la guerre, mais être sûr que d'ici 2024 ou 2025, qu'on aura définitivement réglé cette question et que nous aurons réussi à rétablir l'équilibre géopolitique qui permettra à la République démocratique du Congo d'être regardée par ses voisins comme la grande nation leader de la sous-région. Parce que si, Congolais, vous ne prenez pas la pleine mesure de l'écriture du scénario actuel, vous allez le regretter. Si Bunagana tombe définitivement, s'ils prennent Rutshuru, ils arrivent jusqu'à Goma, tous nos autres voisins avec qui nous avons des conflits latents n'hésiteront pas à enclencher le processus du dépaissement de ce pays. Et ce sera alors la responsabilité historique que portera notre génération contemporaine. Moi je dis, je suis Congolais, je n'ai pas une autre nation, je fais partie de l'élite politique et aujourd'hui, plus qu'hier, notre responsabilité, c'est de démontrer que cette grande nation qui est la nôtre est prête à assumer sa destinée. Cette guerre doit s'arrêter, le Rwanda doit reculer, nos voisins doivent savoir qu'il n'y a qu'un seul leader dans la sous-région et c'est le Grand Congo. Et nous avons les moyens de cette ambition. Au regard de ce que vous avez dit concernant le Rwanda, on a comme l'impression que vous avez présenté le Rwanda comme un État faible qui ne peut pas faire face à la République démocratique du Congo. Mais ce qui se passe à l'Est, il y a des gens qui disent que ça a l'air d'une manœuvre politicienne pour endormir le peuple. Mais justement, mais c'est
Vous savez, il y a une maxime populaire qui dit que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. De la même façon, la plus grande ruse des pays voisins, c'est de faire croire qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe à l'est du pays. Kagame était clair là-dessus, il a dit que les problèmes est ici. Mais que le problème est celui de la faiblesse du leadership intérieur congolais et de l'organisation politique interne. Mais nous devons prouver le contraire. Oui, je l'ai dit, le Rwanda est un petit pays faible, qui a un bon marketing, mais il n'y a pas de bouteille. Et je vous le prouve. L'économie de guerre, comment une nation avec une sociologie et une unité nationale aussi fragile que le Rwanda, ils ont traumatisé l'humanité il y a une trentaine d'années avec un génocide. En 4 mois, plus de 500 000 morts. Le conflit Hutu-Tutsi, qui est latent. Une économie fragile, construite sur la commisération internationale. Comment ce pays tient face à une véritable guerre directe, face à une nation comme le Congo, qui a des richesses minières immenses, se trouvant parfois à 2000 km du théâtre où pourrait se dérouler cette guerre. La force de la RDC, c'est que sans la réputation, un peu comme la Russie, elle a les moyens de se financer. Et d'ailleurs, nous le faisons. Parce que nous sommes en guerre depuis 20 ans. Et si on part aux élections sans... Mais le Rwanda n'a pas sans Bunagana, même si on ne les souhaite pas, parce que nous avons une jurisprudence, Yumbi n'a pas participé aux élections récemment sous Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'il s'agissait, si vous voulez, d'une jurisprudence heureuse? Qu'est-ce que cela a produit? Si ce n'est que la répétition de la problématique et son aggravation. C'est cela la vraie question. Et c'est cela la responsabilité de l'élite congolaise. Et c'est à l'aune de cela que nous sommes jugés par nos voisins. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils agissent comme ils agissent. Parce que si vous partez à cette élection, comme vous dites, sans avoir récupéré Bunagana, en réalité, qu'est-ce que vous dites? Que Bunagana ne fait plus partie de la RDC. En réalité, qu'est-ce que vous faites? Vous consacrez dans les faits la balkanisation de la RDC. Parce que de toute façon, la particularité de 2018, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une prise en main d'un territoire, mais d'une situation d'insécurité et de guerre. Les territoires n'étaient pas occupés, mais étaient dans une guerre qui avait entraîné des déplacements de population et qui ne permettait pas la sérénité. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une partie du territoire qui est annexée par un groupe armé stipendié par un voisin velléitaire. Une structure rebelle et terroriste qui a installé une nouvelle administration. Vous allez à une élection sans régler ce problème. Ce que vous lancez comme message, ce que vous avez accepté que Bunagana ne fasse plus partie de la République démocratique du Congo. Ce que vous avez accepté que certains villages, parce qu'il y en a déjà certains dans le Rutshuru, qui sont entre les mains de ces mêmes rebelles, ne font plus partie de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous imaginez la gravité de ce choix politique que ferait l'élite politique congolaise? Et c'est précisément parce que beaucoup de nos compatriotes réfléchissent comme ça que nos voisins agissent ainsi. Toute nation sérieuse, avec une élite sérieuse, aurait compris que ce n'est pas le moment de fragiliser le commandement militaire de l'armée. Vous pensez que lorsque vous faites vos conférences de presse à Kinshasa ou à travers des joutes verbales
de nature ordurière, où vous faites la surenchère entre les hiérarchies de jouissance, où vous transformez le débat en une espèce d'orgie rhétorique. Vous pensez que ça renforce la volonté de nos forces armées qui ont accès à tous ces débats-là sur le front? Que dirait le militaire lambda quand il voit à travers les médias le comportement de ses frères à Kinshasa? Il se dit une seule chose, parce qu'ils sont comme vous et moi. Mais c'est une qualité de l'opposition qu'on n'en peut pas aussi déduire. Mais pourquoi je ferais le sacrifice suprême ici sur le front pendant que eux nous démontrent que ce n'est pas cela la priorité? Voilà le danger de la distraction. Mais s'il faut rester, oui. De ce qui se passe à Kinshasa. Moi je pense, et je l'ai déjà dit, que nous avons totalement le droit en démocratie d'ergoter et de nous contredire dans une période comme celle-là sur les questions de gestion courante de la République. Mais que nous ne pouvons pas, consciemment, comme républicains, et dans cette période, parce que ça ne s'est vu nulle part ailleurs, quand un pays est en guerre, toute sa classe politique se met en ordre de loyauté et de patriotisme derrière les forces armées et le commandant suprême. Et il ne s'agit pas ici de politique politicienne ou de renoncer à ses ambitions définitivement, mais, comme je l'ai déjà dit, l'homme d'État est celui qui, face à la contradiction entre ses ambitions personnelles et l'intérêt national, met de côté ses ambitions momentanément pour privilégier l'intérêt national. Une nation, une élite politique qui est incapable de construire cette réalité est une élite irresponsable. Moi, je ne veux pas faire partie de ça. Très bien. Est-ce que la guerre à l'Est traduit aussi une diplomatie qui serait faible d'après les opposants, qui disent que ça montre clairement qu'on a affaire à une diplomatie qui est plus faible que la République démocratique du Congo n'ait jamais connue par le passé? Bon, d'abord, ça c'est encore des débats de politique politicienne qui sont très bien pour les salons, mais la réalité est ce que j'ai dit précédemment. Le problème, il est global. C'est, est-ce que ce pays, qui est la République démocratique du Congo, est conscient de son rôle dans la destinée de la sous-région et du continent, et peut-être même du monde? Nous sommes attaqués. Prenons-nous la pleine mesure de la situation. Organisons-nous la société congolaise, la nation congolaise, en mettant toutes les volontés entièrement tendues vers ce but, oui ou non? Nous, notre proposition, elle est la suivante. C'est que nous avons une approche lacunaire face à cette problématique. Le gouvernement, les élites politiques, les populations. Il faut tout refaire, il faut tout revoir. C'est pour ça que nous avons parlé du financement. Il n'y a pas de diplomatie sans financement conséquent. La diplomatie en période de guerre est une diplomatie qui coûte excessivement cher. Vous avez vu le combat diplomatique actuel entre le président Macron, le président Poutine, représenté par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. C'est des moyens colossaux en termes de communication, en termes d'influence de l'opinion, en termes de signature d'alliance. Mais cela ne peut pas se faire sans des moyens conséquents. Quand nous nous disons qu'il faut au minimum sur notre budget restructurer les choses pour que l'armée ou la question de la sécurité puisse monter aux environs d'1 milliard, nous intégrons également une diplomatie. Nous dépensons combien pour notre diplomatie en période de guerre? Dites-le moi. Et après, nous pouvons faire le bilan. Nous dépensons combien? Sûr que ça pose problème. Mais le vrai problème, c'est celui de la hiérarchie des priorités. Et aujourd'hui, nous l'avons dit, la priorité la plus préséante, c'est celle de la guerre. Donc la diplomatie congolaise doit également se mettre au diapason de cette problématique, mais pour y arriver, il faut une programmation avec des moyens, des objectifs et une analyse stratégique des intérêts alliés pour que nous soyons plus forts
que ceux qui nous comprennent. Cette agression dans la partie Est, en plein état de siège, c'est pour autant dire que cet état d'urgence a failli, d'après vous? La problématique de la sécurité dans l'Est de notre pays n'est pas une problématique événementielle et circonstancielle. Elle a une dimension elle a des dimensions très complexes. C'est pour ça, comme je l'ai dit, qu'on ne peut pas continuer à mettre la poussière sous le tapis et traiter cette question dans la périphérie de nos priorités. Il y a une partie de cette problématique qui est liée à des conflits intercommunautaires. Il y a une partie de cette problématique qui est liée à l'action des groupes terroristes, islamistes même parfois. Et il y a une autre partie de cette problématique qui est liée à la volonté malveillante de nos voisins de faire main basse sur les richesses de la partie est de notre pays qui ne sont pas exploitées par le Congo et qui ne sont pas intégrées dans notre dynamique de mobilisation des recettes et de nos ressources. Et là, je parle du M23. Ça veut dire que ce n'est pas une question circonstancielle qu'on peut régler par un événement. Le déclenchement de l'état de siège est un événement. Maintenant, la résolution de la problématique, elle, repose sur le temps parce que ce ne sont pas des questions simples. Nous avons voulu en faire une question de politique politicienne. Nous, après 2 mois, on voulait déjà savoir est-ce que la guerre est finie. Mais vous avez mis combien de moyens? Messieurs les députés qui votaient les lois, classe politique, les opposants les plus crédibles, les plus radicaux, ceux qui adorent le Congo, qui aiment le peuple plus que nous tous, ils ont proposé combien d'argent à mettre pour l'armée? Ils se sont levés combien de fois pour dire il faut un collectif budgétaire, pour que des moyens, pour que des alliances en termes géostratégiques soient signées avec les pays qui n'ont pas de contradiction d'intérêt immédiat avec nous, pour que tout cela soit réglé? Personne. Aucun. Sinon, donnez-moi un plan de sortie de crise proposé par une opposition quelconque. Martin Fayulu, vous, Martin Fayulu aussi, avez proposé son plan de sortie de crise? Non, je parle de la guerre. Ah, de la guerre, non, déjà. Voilà, je parle de la guerre. Nous l'avons proposé dans les 100 propositions, mais je pense qu'on n'est pas encore assez... Les 100 propositions qui n'ont pas été prises en compte. Parce que jusqu'à aujourd'hui, peut-être, dans ce pays, la population n'a pas encore décidé de faire le choix entre le théâtre politique et la politique des idées. Le jour où ils seront prêts à écouter ceux qui ont des idées et de vraies propositions, ils sauront à quelle porte frapper. Moi, je dis, l'état de siège est un choix de politique de politique publique face à une situation d'insécurité. Il faut donner les moyens à tout cela et ces moyens doivent s'inscrire dans une logique globale de résolution définitive de la problématique. Ça ne peut pas se faire sans une réorganisation de nos priorités budgétaires, ça ne peut pas se faire sans une réorganisation de nos priorités plus globalement en tant que nation. Et tant que ces questions seront pour nous, élite politique, installés à Kinshasa, à Lubumbashi et dans les grandes villes, dans la périphérie de nos priorités, il n'y aura pas de solution définitive, il n'y aura pas de résolution, le pays sera en permanence menacé et nous n'arriverons jamais à développer ce pays. Que le peuple congolais le sache, que la jeunesse congolaise le sache, l'insécurité à l'Est, voilà le véritable obstacle à la réalisation de vos rêves, des rêves que vous avez pour votre avenir, d'une nation prospère, d'une nation qui se relève, d'une nation qui vous offre des opportunités pour vous épanouir et pour vous accomplir. Le nœud du problème, c'est la partie est du pays. Pourquoi nous en sommes là? C'est l'inconséquence de l'élite politique qui ne comprend pas qu'il n'y a pas de priorité plus presséante que cette question de l'Est. Aujourd'hui, Vincent Muzungu, vous auriez une partie de votre corps, prenons votre jambe, gangrenée, avec une douleur immense. Seriez-vous en face de moi pour organiser cette émission? Pourriez-vous être au meilleur de vos performances en tant que journaliste? Mais si c'est vrai pour un être humain, comment est-ce qu'on peut imaginer dans ce pays que le Congo a un avenir pendant que chaque jour des ADF, des rebelles du Codeco,
pendant que chaque tue des Congolais, déstabilise des villages, pille nos richesses, pendant que le M23, bras séculier du Rwanda, occupe une partie du territoire. Mon Dieu, quelle élite! Concrètement, oui. Pour penser que cela est possible. Concrètement, si la paix n'est pas d'actualité à l'est du pays, la problématique des élections va certainement poser un problème. Et donc, il faudrait revenir à la proposition de l'opposition qui voudrait qu'il y ait une sorte de table, des dialogues pour échanger des questions d'État afin de sauver les navires qui est la RD Congo. Le président de la République qui se retrouve à ce moment précis de l'histoire aux commandes des destinées de notre pays, devra, à un moment donné, s'interroger sur son propre rôle dans cette nécessité de rassemblement. Je pense qu'il peut et il doit être à l'impulsion de tout cela. C'est lui qui a, au terme de notre Constitution, aussi cette responsabilité de l'unité nationale, de la cohésion nationale. Donc moi, j'encourage le président de la République à tendre la main, pas dans une logique politicienne, de partage habituel de postes simplement et autres, mais dans une volonté de créer une unité d'esprit. Et là, les Congolais jugeront. Je pense que le président de la République doit tendre la main à son prédécesseur, Joseph Kabila, qui peut être un de ses meilleurs conseillers, parce que personne parmi nous ne peut donner de meilleurs conseils au président de la République, aussi bien sur cette question de la guerre que lui-même, Joseph Kabila, a affronté pendant des années, que même sur d'autres questions, sur la classe politique. Je pense qu'il doit tendre la main à ses opposants aussi, les plus radicaux. Je pense ici à Martin Fayulu. Si ce dernier refuse la main tendue du chef de l'État en période de guerre, alors le peuple jugera et le président de la République et ses principales oppositions. Et chacun de nous pourra, comme nous l'enseigne la Bible, dans cette partie où Samson, Salomon, disais-je donc, devrais-je plutôt dire, dans sa grande sagesse, avait dû départager deux mamans qui se disputaient un bébé. Et il en a conclu que la vraie maman est celle qui avait accepté par humilité de renoncer pour sauver son enfant. Et beaucoup de nos oppositions sont plutôt dans l'optique de découper s'il le faut cet enfant, mais que chacun ait sa part. Et nous pensons que ce n'est pas la bonne idée. La bonne idée, c'est que le Congo se rassemble. Mais il faut trouver la bonne formule, parce que si il s'agit simplement de ces forats auxquels nous nous sommes habitués pour que les uns remplacent les autres, sans qu'il y ait une véritable conclusion qui irait dans le sens de démontrer à nos voisins qui nous attaquent et à l'opinion internationale qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ce pays et qu'il y a un rassemblement qui fondamentalement est de nature à créer une nouvelle émulation, une véritable synergie des forces congolaises pour mettre en mal tout le processus de déstabilisation de notre pays. Si nous arrivons à faire cela, nous aurons réussi. Si nous n'arrivons pas à faire cela, alors tout dialogue et toute main tendue voulue par le président de la République et voulue par qui que ce soit ne servira à rien. Rassemblement, dialogue, oui, mais avec un seul objectif, c'est 1 milliard à 1,5 milliard pour la guerre, finir cette guerre avant qu'il y ait élection, pour que le Congo se donne une chance de redémarrer sur les chapeaux de roue. Est-ce que le président Tshisekedi gère-t-il le Congo très bien? Écoutez, c'est une question qui nous renvoie à une réalité toute simple, qui est celle du bilan. Je pense que le président de la République, sur le plan constitutionnel, il lui reste à peu près une année et quelques mois. Alors la question que vous posez pourrait être tout simplement celui de savoir, est-ce que le bilan du président de la République est positif? Est-ce que le président de la République aura des arguments, si tant est que ce sont ces arguments qui motivent le vote des Congolais, est-ce qu'il aura des arguments pour s'offrir un second mandat? Et là, moi je voudrais qu'on s'arrête sur le terme bilan. Et je vais vous démontrer que nous avons un problème dans ce pays.
Un problème parce que un bilan, en fait, c'est un concept emprunté de la comptabilité qui comprend une partie double. Il y a un actif, il y a un passif. Et il y a une évolution calendaire. Comment est-ce qu'il a trouvé le pays et où se trouve le pays, pourrait être la question. N'est-ce pas? Mais je veux vous poser une autre question. Joseph Kabila, avait-il un bilan positif ou négatif? Si c'était Kabound, il allait répondre. Il a dit que Tshisekedi a échoué. C'est un danger public qu'il faut à tout prix chasser. C'est un autre... Franck Arancher. J'espère que nous allons aborder... Dans le même sens. Oui, je pense que nous aborderons dans vos prochaines questions sur ce sujet-là. Mais je voudrais terminer sur la question du bilan. Et à ce niveau, je voudrais dire, est-ce que Joseph Kabila, qui a trouvé la République démocratique du Congo divisée en 4, qui l'a réunifiée, qui a organisé les premières élections démocratiques en 2006 et qui nous a légué une constitution, qui nous a légué l'État moderne congolais, le fonctionnement, un parlement, un ordre judiciaire. Est-ce que lui qui a trouvé un budget à peu près 100 millions de dollars et qui a laissé à peu près 7 milliards de dollars de budget, lui qui a trouvé à peu près 400 millions de dollars de PIB et a laissé le PIB à plus de 40 milliards, est-ce qu'il a un bilan positif ou est-ce qu'il a un bilan négatif? Lui qui a fait tout cela, vous allez vous rendre compte que beaucoup de Congolais vous diront qu'il n'a rien fait. Alors, à partir de là, sachez que beaucoup de Congolais également diront que Félix Tshisekedi n'a rien fait. Et vous? Mais laissez-moi terminer, vous comprenez bien mon cheminement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, nous avons un problème sur les critères d'évaluation de ces questions de bilan. Pourquoi nous avons ce problème? Parce que notre lecture du tableau ne repose sur aucune base de référence. Nous avons des cycles démocratiques courts et des ambitions de développement qui, scientifiquement, dépassent nos cycles démocratiques. Résultat, comme il n'y a pas une unanimité sur les priorités, pendant que Félix Tshisekedi se concentre sur la gratuité de l'enseignement, certains pensent qu'il n'y a pas assez d'argent dans les poches des ménages pour augmenter leur pouvoir d'achat. Pendant que Joseph Kabila faisait Transco, faisait les différentes infrastructures de boulevards, faisait l'hôpital des différents boulevards, faisait l'hôpital du cinquantenaire, certains pensaient que le panier de la ménagère n'était pas suffisamment rempli, que les libertés individuelles n'étaient pas suffisamment garanties. Donc, partant de là, le problème de fond, si on veut être scientifiquement correct, vous allez vous rendre compte qu'au fond, c'est une question de critères d'évaluation. Mais comment est-ce qu'on peut avoir un critère d'évaluation accepté par tous? Comment est-ce qu'on peut savoir que à l'année 1 jusqu'à l'année 5, voilà ce que nous, tous Congolais, nous attendons de nos dirigeants? Il faut, et ça c'est mon point de vue, qu'à un moment donné, les dirigeants politiques fassent adopter par référendum et donner un statut légal à ce que j'appelle un plan national et stratégique de développement sur 30-50 ans, qui établirait les étapes à franchir en 5 ans, en 1 année, en 6 mois, et donnera ainsi des critères d'évaluation au président de la République, qui lui, sur 5 ans, chaque Congolais pourrait garder le tableau. Nous avions dit et voté par référendum que de 2023 à 2028, voilà ce qui devait être fait. Sur les 1000 écoles ou les 10 000 écoles qui doivent être construites sur 30 ans, en 5 ans, il faut construire 3000 écoles. Est-ce qu'il a construit les 3000 écoles? Non, il est en dessous. Il faut construire 500 hôpitaux en 5 ans. Est-ce qu'il a construit les 500 hôpitaux? Non, il est en dessous. Il faut que le salaire moyen du fonctionnaire et le salaire réel passe de 100 $ à 500 $ en 5 ans. Est-ce qu'il a atteint cela? Non,
il est en dessous. Lorsque nous arriverons à établir ou à mettre sur pied un tel instrument qui ne serait pas le résultat d'une vision d'un camp qui s'oppose à la vision d'un autre camp, mais qui serait le résultat d'un consensus global de l'intelligentsia congolaise, de la classe politique, de la société congolaise à travers des enquêtes, adopté par référendum, nous aurons alors, à ce moment-là, un véritable instrument d'évaluation novateur pour l'avenir. Et nous allons même révolutionner la manière de diriger des pays africains. Nos cycles démocratiques s'opposent totalement au cycle de développement. Tous les économistes sérieux peuvent l'attester. Il faut une lisibilité plus longue. Parce que sinon nous aurons toujours ce type de débat. Est-ce que vous pensez que il y aura toujours, chacun dans sa subjectivité dira non, et selon sa sensibilité, d'autres, et selon leur sensibilité, d'autres diront oui. Mais quel est le critère d'évaluation? Quel est le critère incontestable objectif d'évaluation? Il n'y en a pas. Moi, ma proposition, et la proposition du centre, c'est qu'à un moment donné, transcendant les clivages politiques, transcendant le clivage constitutionnel temporel imposé par les cycles démocratiques, on met en place un plan stratégique de développement. Alors à partir de là, la question de l'ambition présidentielle ne sera plus une question de quoi, parce que le quoi existe déjà à travers le plan, accepté par tous, mais du comment. Chacun pourra dire, le plan nous dit qu'en 5 ans il faut faire ça. Moi, voilà comment je vais procéder et voilà comment je vous garantis que je vais arriver à accomplir ma part de mission. Cela nous permettra de sortir de la logique du dégagisme politique ambiant qui a permis l'abaissement du niveau politique parce qu'on a pris l'espace public, l'espace politique comme un jeu de manège où chacun devrait avoir son tour, son rythme, son évolution, alors qu'en réalité, c'est une course de relais. Une réflexion profonde. Hein? Course de relais où chacun aurait une mission. Quand elle est terminée, il donne le relais et chacun s'adaptant à une vision acceptée par tous. Si chacun a sa vision, pour 5 ans, le Congo n'évoluera pas. Parce que lorsque Fachi, Félix Tshisekedi, aura terminé avec ses mandats et la gratuité de l'enseignement, peut-être que quelqu'un d'autre, avec son autre vision, va considérer que pour lui, le problème, ce sont les infrastructures. Il abandonnera et on aura perdu ce qu'il a fait et on passera et on fera une espèce de tourniquet permanent qui ne permet pas de faire avancer le pays. Donc pour moi, nous n'avons pas les instruments rationnels. Et ça, c'est une réflexion liée à l'expérience. Le Germain Kambinga il y a 10-15 ans, avec moins d'expérience, mais un savoir scientifique, et qui n'avait pas expérimenté le fonctionnement de l'État, il n'avait pas pris l'habitude de prendre, n'avait pas eu les années qu'il faut pour prendre le recul, n'aurait pas fait cette proposition révolutionnaire. Mais moi, aujourd'hui, par l'expérience et les réflexions que nous avons eues au sein de notre groupe politique, nous pensons le problème du Congo comme le problème de nombreux pays africains. Mais les moments marcheurs n'ont pas la même approche que vous. C'est là toute la différence. Mais ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, parce qu'elles travaillent pour nous éduquer, elles ont travaillé, elles ont fait, elles nous ont éduqués, elles ont payé nos études, elles ont fait de nous des hommes instruits. Leur rôle, c'est d'espérer que nous ayons des solutions pour les sortir de la situation. Puisque ça tarde, Kabunda Kopeko il a dit qu'il s'agit de l'incompétence notoire. Ce sont des gens qui font le stage au niveau du plus haut sommet de la pyramide, des gens qui se la coulent douce chaque week-end, comme si tout allait bien au pays. Là, Kabunda était différent avec vous. Lui, il a des termes, il était précis. Vous êtes resté scientifique. Parce que moi je peux me permettre d'être scientifique. Je pense que j'ai les années, l'expérience des fonctions publiques et la sagesse de savoir que une des premières choses qu'on apprend quand on a été aux fonctions, c'est la modestie. Si les fonctions ne vous apprennent pas la modestie, c'est que vous n'êtes pas un intellectuel accompli.
les fonctions apprennent la modestie. Pourquoi? Parce que la première chose que vous arrivez quand vous êtes en fonction, c'est la première chose qui vous arrive quand vous êtes en fonction, plutôt devrais-je dire, c'est de vous rendre compte de l'écart qu'il y a entre la perception que vous avez des problèmes et leur réalité. Et dès que vous affrontez les réalités des vrais problèmes de la gestion de la République, vous sortez de là avec une modestie que vous pouvez utiliser soit par le découragement en abandonnant, soit par l'optimisme en réfléchissant sur des solutions. Nous sommes sortis de là avec la modestie et l'optimisme qui nous permet aujourd'hui, par des réflexions poussées, basées sur une connaissance précise des problèmes du Congo, du fonctionnement de l'État congolais, de proposer des solutions. C'est pour ça que quand vous me posez une question sur le bilan, je ne fais pas de pirouette en réalité. Je vous ramène sur le fond de la problématique pour vous dire que ces questions de bilan sont des questions qui ne sont pas adaptées. Et elles ne sont pas adaptées parce que les instruments d'évaluation sont divergents. Vos critères d'évaluation sont fondamentalement différents des nôtres. Et pour régler le problème, comme nous sommes un pays sous-développé, il faut un consensus sur la vision. Et ce consensus se traduit par la mise en œuvre de la rédaction non partisane d'un plan stratégique de développement. Participation de l'opposition, de la majorité, du corps scientifique congolais, de la société congolaise par des enquêtes, un instrument qui sera adopté par référendum et qui aurait une valeur quasi constitutionnelle. Ça veut dire un instrument que personne ne peut remettre en cause, mais pourrait juste adapter par rapport à l'évolution du temps. Les nations qui ont réussi à se développer, personne ne nous dira le contraire, sont des nations qui ont programmé leur développement. Vous ne pouvez pas avancer si votre développement n'est pas programmé. Ceci expliquant cela, c'est peut-être pourquoi aucune nation africaine noire n'a réussi à se développer. On a amorcé, mais on n'a pas abouti. Pendant le même temps, les autres nations, notamment les nations asiatiques, par la stricte symétrie entre la programmation et les choix politiques opérés en termes de cycle politique, de régime politique, d'organisation politique, ont réussi en 20-30 ans à s'inscrire au diapason de l'universalité en termes de compétitivité et de forces économiques. Et aujourd'hui, elles deviennent, ces nations, de plus en plus des forces politiques. Tant que l'Afrique n'aura pas compris la nécessité de sortir du combat des visions contre des visions dans des cycles démocratiques, face à des cycles démocratiques courts, elles feront un pas, elles reculeront de 10 pas. Notre solution ici, pour que demain les débats sur les bilans aient du sens, c'est de maintenir les cycles démocratiques parce qu'il faut une respiration, on ne peut pas reculer, mais de mettre un instrument qui sera au-dessus de ces cycles démocratiques pour que les alternances ne soient pas vues comme des tours de manège, mais comme des... Kabound est convoqué auprès du procureur général près la Cour de cassation pour des propos qualifiants d'outrageants. On dit que sa sortie médiatique a créé une sorte de panique dans les camps adverses, dans les camps où il était, quand il était au pouvoir. Les gens ont dit que Kabound a incarné Tshisekedi, le père, parce qu'il critique sans avoir sa langue dans sa poche. Les gens ont besoin d'un leader aussi comme ça. Il a géré, il dit des choses qui n'ont pas marché. Vous savez, moi je suis d'une autre école politique. Oui, moi, du MLC. L'école politique à laquelle j'appartiens, c'est une école de l'excellence. C'est une école républicaine de la mesure, où les hommes d'État sont des hommes qui ont de la mesure et qui ont un sens républicain avéré. Je pense que quand on a occupé certaines fonctions, il est de tradition républicaine qu'on observe ce qu'on appelle un droit de réserve, à ne pas confondre avec la complicité. À ce niveau de responsabilité, lorsqu'on dit des choses, elles sont entendues. Parce qu'effectivement, lorsqu'il s'agit du président du parti présidentiel, du coordonnateur de la majorité parlementaire, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, et dans les faits, en fait, le numéro 2 du régime, si vous voulez,
on ne peut pas dire sans prouver. Parce qu'on a une parole forte du fait du pouvoir et des positions qu'on a eues. Entendons-nous bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un opposant, lambda, totalement irresponsable, face à la gestion de la République, peut, si c'est son choix, aller dans des allégations. Mais lorsqu'on a été un des maillons essentiels d'un système, comme je viens de le décrire, tout ce que l'on dit est supposé être la vérité. Sachez-le. Parce qu'il s'agit du président du parti présidentiel, du coordonnateur de la majorité présidentielle, du vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, a priori, si nous avons affaire, et là je raisonne de façon normative, je n'affirme pas, si nous avons affaire à des gens normaux, ce qu'il dit, il doit pouvoir nous démontrer que c'est vrai. Parce qu'il a eu ces fonctions-là. Il ne peut pas se permettre de penser qu'ayant eu ces fonctions-là, ces mots ne servent qu'à jeter le pavé dans la mare. Lorsque vous dites que des centaines de millions de dollars sortent du pays par des jets privés. Pour les paradis fiscaux. Pour les paradis fiscaux, lorsque vous dites toutes ces choses-là, il faut des dossiers. Parce que celui qui parle, c'est l'ancien président du parti présidentiel, c'est l'ancien coordonnateur de la majorité parlementaire, c'est l'ancien vice-président. C'était le numéro 2 du régime. Si ces éléments d'argumentation et de consolidation n'existent pas, et qu'il s'agissait de cette promotion de la politique de l'outrance, de la politique des hyperboles, de la calomnie, cette politique du populisme, pour opérer un hold-up mental et psychologique, pour prendre le cœur des populations dans un but de déstabilisation, alors là c'est condamnable. Voilà ce que moi je dis. Donc j'espère que le renouvellement générationnel, qui est le pari gagnant finalement du chef de l'État, en mettant tous ces jeunes de ma génération aux plus hautes fonctions d'État, s'y traduira dans ce cas d'espèce par une attitude à la hauteur des responsabilités. Sinon alors, ce serait remettre en cause les années de combat de toute une génération. Aujourd'hui, le président du parti présidentiel sortant avait, à ce moment-là, lorsqu'il est nommé, moins de 40 ans. Le Premier ministre a été nommé à 44 ans. On a des ministres d'État qui ont moins de 40 ans. Guy Loandou, on a des ministres à des fonctions stratégiques qui ont à peine 40 ans, comme Patrick Mouyaya et autres, des vice-premiers ministres comme Jean-Pierre. Donc, ils ont le pouvoir. C'est un pari gagnant du chef de l'État. Maintenant, par ce qui est en train de se passer, ils doivent nous démontrer que le renouvellement tant désiré est un renouvellement porteur pour la République. Parce que si cet épisode de l'ancien président, jeune comme on aime le dire au Congo, c'est juste de la fumisterie, cette sortie médiatique, et une approche politicienne avec des paroles inconséquentes et irresponsables, alors ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Ça voudrait dire que beaucoup pensaient que la politique congolaise était en train de toucher le fond, mais qu'on est bien loin du compte. Parce que, je vous l'ai dit, on ne peut pas être ou avoir été président du parti présidentiel, coordonnateur national de la majorité parlementaire, vice-président de l'Assemblée, et dire sans mesurer les conséquences, dire sans pouvoir prouver.
Comment interprétez-vous le fait que le bureau Mbosso ait autorisé la poursuite de Jean-Marc Kabunda Kabunda, qui est parlementaire? Le parti politique de Kabunda crie au vice des procédures et par rapport à ce qui est fait au niveau de la chambre basse, au bureau de la chambre basse du Parlement, où on parle des vacances parlementaires. Vous voyez une sorte de vice des procédures dans la démarche? Non, il n'y a pas de vice de procédure. Les textes, bon, s'il s'agit des textes, je les connais. J'ai été député pendant 7 ans à l'intercession. Les poursuites sont engagées lorsqu'il y a une autorisation express du bureau. C'est tout. C'est la responsabilité du bureau en intercession. Là encore, ça nous renvoie malheureusement à ce que j'ai dit précédemment. L'éthique républicaine, le devoir de réserve. Lorsque vous attaquez l'institution même dans laquelle vous avez exercé les plus hautes fonctions et que vous dénoncez au sein de cette institution des choses, vous mettez vos collègues d'antan très mal à l'aise. Et d'ailleurs, avant même qu'il y ait cette autorisation, il y a eu un communiqué de l'Assemblée nationale qui s'est offusqué et qui s'était engagé à ouvrir une action disciplinaire. Donc, mais Kabunda a dit que ça n'existe pas dans le règlement d'ordre intérieur. Je sais que les députés peuvent être sujets à une action disciplinaire, c'est dans le règlement intérieur. Maintenant, le problème de fond, retenez-le, c'est simplement celui de savoir la gravité des propos engage-t-elle la responsabilité de son auteur ou pas? Est-ce que, lorsqu'on a assumé les fonctions assumées, ainsi, on peut dire tout et n'importe quoi sans pouvoir prouver? Moi, j'espère que le statesmanship des uns et des autres est à ce point établi qu'ils savent faire la différence entre le rôle de communicateur de base et celui de dirigeant au sommet de l'État. Prenez Joseph Kabila, président de la République. Avez-vous déjà lu la loi sur le statut d'ancien chef d'État? Pourquoi dans cette loi, il y a des articles express qui encadrent sa liberté reconnue par la Constitution est limitée par cette loi? On impose à l'ancien chef d'État un devoir de réserve sur des sujets bien particuliers. Pourquoi on le fait? Parce que simplement, pour la sérénité républicaine, on sait qu'un ancien chef d'État a une parole extrêmement forte. Beaucoup se demandent d'ailleurs pourquoi Joseph Kabila ne s'exprime pas beaucoup. Mais c'est parce que, comme à son habitude, il est extrêmement respectueux des textes. En fait, Joseph Kabila est emmuré par cette loi. Les gens ne voient que les avantages, mais personne ne parle jamais de l'obligation qui lui est faite par cette loi d'observer un droit, un devoir de réserve sur la plupart des sujets liés à la vie de la nation du fait de la position qui a été la sienne. Personne ne parle de ça. Ça veut dire que quand on a assumé certaines fonctions, lorsqu'on veut réellement s'exprimer et dénoncer, on doit en mesurer les conséquences. Je pense que Joseph Kabila, le jour où il s'exprimera, c'est certainement lorsque il considérera ne pas violer cette loi en ayant les preuves de ce qu'il pourrait éventuellement reprocher. Donc, si tant est que les dénonciations faites par l'ancien président de l'UDPS sont étayées, non pas par la gouaille simplement, mais par des faits, par des documents, par des dossiers, alors il sortira de là grandi. Et en héros, parce qu'il aura, en étant à l'intérieur, été un acteur réel du changement. Mais si c'est juste de la gouaille populiste,
Ce serait dommage, en tout cas. Oui, hier, Kabound a parlé, mais après Kabound, c'est Franck Diongo qui a embrassé l'opposition. Il s'est déclaré illico candidat à l'élection présidentielle en 2023. Il a critiqué et tiré à boulet rouge la gestion du pays par le président Tshisekedi. Il a même dit que mieux vaut la gestion de l'ancien président que celle du président actuel. C'est un acteur politique d'opposition, libre de ses opinions, garanti par notre Constitution. Il est dans son rôle. C'est cela la démocratie. Donc comprenez bien, Franck Diongo n'exerce aucune fonction et n'exerce aucune fonction. Germain Kaming, on a fini cet entretien. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de l'Industrie et ex-vice-ministre de la formation professionnelle, président également du regroupement politique Le Centre. Merci d'avoir répondu à nos questions. D'accord, ça n'est fini, madame et messieurs. Merci de l'attention soutenue accordée à cet entretien. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre invité. À toutes et à tous. À très bientôt.